Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'autrice américano-norvégienne Elisabeth Hine. Invitée à Strasbourg pour présenter son ouvrage « Oiseaux en cage, la Shoah selon le legs de ma mère », Elisabeth Hine raconte à travers une correspondance de famille le destin de ses membres dispersés entre Prague, Vienne, Berlin et Shanghai. Cette saga familiale parle de ceux qui n'ont pas pu partir et qui ont péri dans les camps de la mort. Mais certains, plus chanceux, ont réussi à s'enfuir dès 1938 à Shanghai avant d'immigrer aux États-Unis en 1947. Et puis il y a l'histoire de ce grand-père divorcé, remarié à une non-juive à Berlin. Dépossédé de sa papeterie-imprimerie, il a été obligé de se cacher pendant toute la guerre pour être ensuite assassiné en 1946. Mais laissons Elisabeth Hine nous raconter l'histoire passionnante de cette famille. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Hine, mais tout le monde m'appelle Betsy. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai émigré à l'âge de 22 ans en Norvège. Je me suis mariée avec un Norvégien, je suis juive et j'ai écrit un livre sur le sort de ma famille. Justement, c'est de ce livre dont je voulais vous parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contenu de ce livre et pourquoi vous l'avez écrit ? Alors le livre est basé sur une correspondance soutenue de ma mère et de son oncle pendant leur période quand ils étaient réfugiés d'Autriche, de Vienne, à Shanghai en Chine. Ils ont été parmi les chanceux qui ont pu quitter l'Autriche occupée en 1938 et ils ont laissé une famille qui déjà au moment de l'Anschluss s'est réfugiée en Tchécoslovaquie à Prague et donc la correspondance entre ces membres de la famille et la famille en Chine a persisté de 1938 à 1942 lorsque la famille de Prague a été déportée. Donc il restait une très grosse correspondance que j'ai découvert au décès de ma mère et j'ai décidé que pour la mémoire, la transmission de leur mémoire, il était nécessaire de faire quelque chose. Mais j'ai mis quelques années pour me décider ce que je voulais faire. Finalement, je suis tombée sur un livre qui est basé sur cette correspondance, mais aussi sur une recherche assez soutenue et des histoires de famille qui ensemble fait une histoire et quelques récits des membres de la famille. Donc votre livre est une saga familiale qui en fait regroupe 3 branches de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les relations qui existent entre ces 3 branches ? Alors d'abord, il y a la branche de la famille que j'ai appelée les piégés. Ce sont les gens que je décris maintenant, tous ceux qui n'ont pas quitté le pays à temps, mais qui a pendant des années et des années gardé un espoir de trouver un moyen de les rejoindre à Shanghai. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et leur histoire est une histoire vraiment de vaillance et aussi de désespoir, mais aussi d'espoir. Le deuxième récit, c'est le récit de la famille qui a réussi à s'enfuir et qui s'est installée à Shanghai pendant 9 ans dans un ghetto de juifs qui nombrait entre 17 000 et 20 000. Donc, c'était une société aussi avec de gros problèmes avec la maladie et la pauvreté, mais c'était aussi une société qui a trouvé un moyen de vivre ensemble. Il y avait une vie culturelle et il y avait une possibilité de gagner sa vie pour ceux qui étaient chanceux. Le troisième récit de ce livre concerne mon grand-père paternel
qui a été divorcée de sa première femme, qui était ma grand-mère maternelle, mais qui a été remariée à une non-juive qu'il a hébergée pendant toutes les années de la guerre. Donc cette femme qui a été vaillante, qui a fait tout ce qu'il faut pour garder son mari, qui a même fait de la prison, et qui a fait des sacrifices pour un mari qui devait survivre la guerre, mais qui a été brutalement tué en 1946. D'accord. Et la dernière branche, où vivait cette dernière branche de la famille? Ce branche de la famille s'est éteint. C'est-à-dire qu'il n'y avait que mon grand-père et sa femme. Par contre, c'est le seul membre de la famille qui a une tombe que j'ai pu visiter à Berlin, dans l'ancienne Berlin de l'Est, un cimetière juif qui s'appelle le cimetière de Weißensee, et qui m'a beaucoup ému de voir quand j'ai visité sa tombe qui était couverte de lierre parce qu'il n'y a pas de successeur dans la famille. J'ai gentiment enlevé le lierre et j'ai posé une pierre sur sa tombe. Donc cette partie de la famille vivait à Berlin. J'ai cru comprendre que votre grand-père a aussi été le précurseur d'une imprimerie. Est-ce que vous pouvez me raconter cette époque et pourquoi un journaliste allemand vous a contacté un jour? Alors mon grand-père paternel, qui a fait plusieurs entreprises, il a travaillé comme agent commercial, je pense, dans le restaurant, l'hôtel Kempinski's, qui est très connu à Berlin. Mais après cette période, il a monté une entreprise d'imprimerie et de papeterie qui a eu beaucoup de succès. Il a posé sur la rue Jérusalem de Berlin, qui se trouve à l'ancienne frontière entre le Berlin Est et Ouest. Et sa femme, dans un interrogatoire, a dit qu'à l'époque où l'entreprise marchait, ils avaient 7 fenêtres où ils démontraient leurs imprimeries. En 1941, l'imprimerie a été fermée pour les nazis, donc il n'avait plus le droit comme juif de continuer à faire son travail. C'est sa femme qui a, en douce, continué à faire ce qu'elle pouvait, côté papeterie, parce qu'ils étaient obligés de vendre les imprimeries. Et elle a été interrogée à plusieurs reprises par le SS, parce que son mari il y avait un mandat d'arrêt pour son mari, et elle était soupçonnée de l'avoir caché. Et donc, même après la guerre, lorsque mon grand-père malheureusement a été tué, sa femme, qui s'appelait Mina, a essayé de maintenir un petit commerce de papeterie pour soutenir sa vie, parce qu'elle n'a pas eu droit à des restitutions de biens de son mari. Elle a été obligée de vivre avec une sœur et la fille de cette sœur pour pouvoir survivre. Et elle a même écrit au tribunal, parce qu'elle a été mise en prison plusieurs fois, elle a même écrit au tribunal qu'elle était obligée de sous-louer son appartement et qu'elle était obligée de dormir dans le jardin sur un banc. Alors la veuve de mon grand-père paternel, elle a vécu une vie très difficile jusqu'à son décès en 1966. D'accord, donc cette femme qui n'était pas juive a protégé votre grand-père pendant toute la guerre, elle l'a caché, et ensuite votre grand-père a été assassiné après la guerre, c'est ça? C'est ça, en février 1946. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ma mère a fait des lettres de recherche. En 1969, elle a eu
une lettre du tribunal comme quoi ils avaient vu les dossiers de l'hôpital où il est rentré. Et c'est l'intendant des Américains qui a repris le cas pour essayer de trouver s'il y avait quand même un crime ou pas. Et dans la lettre qu'elle a reçue, c'était marqué que selon l'inclination des balles, des tirs, il n'y a pas moyen de conclure que ça a été un meurtre. On a mis en question toute cette explication, parce que si mon grand-père s'était suicidé, comme il l'indique dans cette lettre, il n'y aurait pas eu plusieurs tirs. Il n'y aurait qu'un tir. Donc, j'ai essayé de demander à des gens s'il y avait moyen d'y aller plus loin, mais la réponse que j'ai eue, c'est qu'à cette époque-là, les gens étaient plus ou moins intéressés de finir avec tout ça parce qu'il y en avait trop de cas il y avait une ambiance vraiment de chaos dans les rues de Berlin les jours après la libération et la défaite des nazis et donc il y avait des gens qui étaient là pour semer le désordre. Et donc, ils n'avaient pas la capacité de faire des investigations de tout ça. Donc, ils ont écrit cette lettre. Mais ma mère a toujours eu l'impression que c'était un meurtre et sa femme aussi. Est-ce que votre grand-père avait des ennemis ou c'est parce qu'il était juif qu'il a été tué? Ça dépend. Il y a des témoignages des gens qui ont dit que les gens qui sont entrés chez lui ce soir-là parlaient allemand. Et il y en a qui disent que c'était peut-être des Russes ou des gens qui avaient connu mon grand-père dans le travail qu'il faisait quand il supervisait les gens pour déblayer les rues de Berlin et qui ont appris là où il habitait et qui sont venus là pour cambrioler. Moi, j'ai tendance à croire, d'après le témoin qui était sa femme, que les gens sont venus dans l'optique de le tuer. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. On ne saura jamais si c'était des vieux nazis ou si c'était des voyous. D'accord, donc le mystère reste total, hein. Et la branche qui a réussi à survivre et donc aller à Shanghai, qui a décidé dans votre famille d'aller à Shanghai, puisque c'est quand même pas un endroit très commun où les Juifs se sont enfuis. On sait que beaucoup de Juifs se sont réfugiés aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Mais alors pourquoi Shanghai et qui a pris la décision dans cette famille? Alors à l'époque, pour mes parents, c'était assez tôt, c'était juste après l'Anschluss, donc c'était en 1938. Mon père a essayé plusieurs pays, entre autres les États-Unis, mais comme il fallait absolument avoir une garantie financière pour y aller, et même les quotas étaient dépassés déjà, ce n'était pas possible. Mais c'était toujours le rêve de ma mère de venir aux États-Unis. Donc ils ont fait beaucoup de démarches, mais disons que la situation à Shanghai était un peu plus facile à cette époque-là parce que c'était un pays où il ne fallait pas avoir un visa pour y entrer. Ce qu'ils avaient, il y avait un Chinois qui était diplomate et qui voyait la difficulté chez les Juifs et qui, pendant une période très brève, peut-être de 38 à 40 peut-être, qui a fait et qui a délivré un visa pour Shanghai dans l'optique de pouvoir le faire pour les réfugiés d'aller ailleurs. Et je ne sais pas si mes parents ont pu bénéficier de ce visa quand il n'y avait pas, pour ceux qui voulaient s'installer à Shanghai, il n'y avait pas de visa. Mais pour eux qui voulaient aller plus loin, ça aurait été utile. Mais je ne sais pas s'ils ont pu bénéficier de ce visa. C'est un homme
qui s'appelait Ho Shen Fa, mais qui a été à une époque très tardive aussi mentionné dans le tableau des justes à Yad Vashem. Et donc c'est mon père qui a décidé, ça a toujours été mon père qui décidait, qui avait des idées, c'était un homme très résolu, et ma mère a suivi, et il ne savait pas où ils venaient et ce qui les attendait, et c'était assez chaotique au départ. Il y a un passage dans le livre où ma mère décrit son premier jour à Shanghai. Quand ils sont arrivés, ils ont été reçus par des organismes qui s'appelaient le Joint. C'était un organisme juif américain qui recevait les réfugiés ou qui les plaçait dans des hébergements et peut-être leur donnait un tout petit peu de nourriture ou d'argent. Et donc eux, ils ont été reçus par le Joint et ils ont passé la première nuit dans une auberge russe. Ils ont mangé un bon repas et le lendemain, elle est sortie pour se familiariser des environs. Et elle se promenait dans les ruelles chinoises qui sont très étroites, vous savez. Et du coup, il y avait un monsieur qui tirait une sorte de rickshaw. Oui. Et il criait pot de miel, pot de miel. Et les gens venaient avec leur pot de chambre, verser dans sa charrette. Et il y avait même des gens qui ne descendaient pas de deuxième ou troisième étage, qui le versaient dans son et c'est la première chose qu'elle a vue. Et bon, elle a fuyé tout de suite, et en continuant sa petite promenade du matin, elle regardait dans le canigou, et là elle a vu un enfant qui était mort, qui était en linceul qu'on avait jeté dans le canigou. Et c'était sa première impression de Shanghai. Donc elle est rentrée chez mon père, elle a dit « Je veux rentrer, je ne veux pas rester ». Évidemment, ce n'était pas possible. Mais c'était sa première impression. Au fur et à mesure, ça s'est amélioré, étant donné qu'il y avait quand même une communauté juive. Et il y avait suffisamment d'artistes et de personnes et de musiciens et de restaurateurs pour pouvoir faire quand même une petite ambiance qui n'était pas si étrangère. Vous parlez de cette communauté juive de Shanghai, c'est un chapitre de l'histoire qui est peu connu. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Dans quel quartier ils étaient logés? Ils étaient installés? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette communauté juive de Shanghai? Écoutez, la communauté juive de Shanghai était composée de gens, déjà de Russes qui fuyaient la révolution de 1917. Donc il y avait beaucoup de Russes blancs qui se sont installés là et qui étaient là déjà depuis des années et qui avaient fait une situation. En plus, il y avait encore plus anciens, du 19e siècle, il y avait une communauté d'Irakiens juifs qui avaient fait fortune dans le commerce en Asie et qui avaient construit de très belles maisons, une très belle synagogue, et qui au départ étaient parmi ceux aussi qui ont contribué aux juifs réfugiés qui sont arrivés. En plus, comme il y avait un secteur international, il y avait pas mal de Français qui étaient en Shanghai. Il y avait aussi des missionnaires. Je connaissais même un de nos voisins norvégiens qui avait des parents ils étaient enseignants, ils n'étaient pas missionnaires, mais il y avait aussi des missionnaires qui sont venus à Shanghai. Donc c'était une société très hétéroclite, même avant que les Juifs, les réfugiés d'Europe arrivent. Mais déjà, en 1936, 1937, il y avait encore des Juifs qui commençaient à venir. D'abord, c'était des gens comme mes parents,
au fur et à mesure, après la guerre, le commencement de la guerre, surtout en Pologne, après en septembre 1940, il y a eu beaucoup de Polonais, de juifs orthodoxes polonais qui sont venus aussi, qui étaient très, très pauvres et qui étaient obligés d'habiter dans ce qu'on appelait des Heime, là où ils pouvaient être peut-être 20 personnes dans une pièce. Ils n'avaient pas de moyens, ils étaient totalement dépendants de l'aide extérieure. Ces personnes-là ont eu une vie difficile. Il y avait même un journal de Shanghai, publié en anglais, qui avait fait une enquête sur la situation des Juifs quelques années après leur arrivée à Shanghai. Et il y avait 80% des arrivés qui n'arrivaient pas à vivre de ce qu'ils produisaient. Ils étaient dépendants de l'aide de l'extérieur. Ça s'est amélioré un tout petit peu, mais il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup souffert. Mais ils étaient en vie. Et vos parents, quelle profession exerçaient-ils et combien de temps sont-ils restés à Shanghai? Mon père était formé comme atelier de faire des dentiers. C'était sa profession. Il n'a jamais exercé. Mais j'ai vu sur les records à Berlin des gens qui sont arrivés à Shanghai en 1938. Il est marqué comme artisan de dentier. Mais il a eu un travail assez vite dans une fabrique de pasta, où il a travaillé pendant quelques années, mais au moment où les livraisons de farine se sont taries, parce que le commerce était très difficile quand la guerre a éclaté, il a eu l'idée de monter une sorte de food truck pour l'école Kadoorie, qui a été montée par ces Irakiens riches de Shanghai. Et il servait des petits repas aux élèves, où il vendait des Coca-Cola sur des charrettes ambulantes. Et il vivait de ça. C'est quoi cette école Kadoorie? Vous pouvez nous en parler? C'est une école qui a été créée par ces Irakiens. Donc ils avaient déjà une école assez tôt, mais comme il y avait beaucoup de réfugiés qui sont venus, et après 1941, ils étaient obligés de se rester dans le ghetto de Hongqiu. Ils ont monté une deuxième école pas loin de cette enclave. Et donc c'était une école, je pense que c'est avec l'enseignement en langue anglaise. Et c'était une petite école où il faisait le programme peut-être qui a été le même programme en Europe. Et avec aussi le sport, je me rappelle, ma mère me disait que mon frère voulait se mettre au boxe. Et il s'est fait des tollés de temps en temps, mais il n'abandonnait jamais. Il arrivait à la maison avec des blessures partout. Donc c'était une école qui avait une renommée vu la situation dans les environs. En 1941, quand la guerre était déjà en marche, les nazis voulaient que les Japonais internent les Juifs. Ils avaient même un plan qui s'appelait le plan Meisinger, qui était très similaire au plan que Eichner ou la conférence de Wannsee avait prévu. Mais les Japonais n'ont jamais fait suite parce que dans leur tête, ils ne comprenaient pas trop pourquoi les gens haïssaient les Juifs, parce qu'ils étaient blancs comme tous les autres. Donc ils n'avaient pas les mêmes préjugés que les gens d'Europe. Donc ils n'ont jamais mis en marche. Ceci dit, enfin, c'était pas des anges non plus. Les troupes japonaises pouvaient être très violentes.
Lors de la présentation de votre livre, ce soir, vous parlez du roi des Juifs, hein, qui, en fait, gouvernait un petit peu, cette enclave. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était cette personne? Comment il s'appelait? Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Et oui, c'était un sergent, c'était même pas un officier de haut rang, c'était un sergent qui s'appelait Kano Goya, qui était chargé de délivrer des laissez-passer dans le ghetto de Hongqiu. Donc tout le monde qui avait affaire en dehors du ghetto, ne serait-ce que pour le travail ou pour le ravitaillement, était obligé d'avoir un laissez-passer qui était rose pour la journée ou verte pour la semaine. Mais il avait tellement de pouvoir à délivrer ces laissez-passer que s'il n'aimait pas votre visage, ça ne lui coûtait rien du tout de donner à la personne une tollée. Et donc les gens avaient peur de ce sergent. Alors il ne serait-ce que, c'est une histoire anecdotique, mais chez mes parents et chez l'oncle de ma mère, il faisait très souvent des concerts de musique classique. Parce que ce frère, il était très adepte au piano, peut-être pas aussi adepte que son grand frère, Giula, mais il pouvait très bien jouer. Et un jour, quand ils ont annoncé un concert, ce fameux roi des Juifs s'est montré au concert. Et les gens ont eu horriblement peur. Mais ils étaient obligés de jouer comme ils avaient promis. Et à la fin du concert, il s'est levé sans dire un mot et il est parti. Et le lendemain, il avait dit aux gens qui étaient qu'il s'était amusé énormément d'avoir assisté au concert. Alors les gens ont conclu que le roi des Juifs avait un bon goût pour la musique. Donc la musique classique et l'art était quelque chose qui caractérisait votre famille en particulier? Oui. Mes parents, quand ils étaient juste mariés, ils n'avaient pas trop de moyens. Ils s'achetaient des places sous les poulaillers à l'opéra de Vienne pour écouter l'opéra. Dans ma famille, même aux États-Unis, je les ai récupérés, je les ai aussi en Norvège actuellement. J'ai tous les disques de la musique classique qu'ils ont gardé. Et c'est pareil pour le reste de la famille. Il y avait un oncle qui était un pianiste de rang et l'autre aussi. De la famille, il y a beaucoup d'amour pour la musique. Là, on a parlé de cette branche familiale qui a réussi à s'enfuir. Et puis, dans votre livre, vous parlez aussi de la branche qui est restée bloquée en Europe. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui leur est arrivé et comment ces différentes branches ont réussi à communiquer? Alors, pour la partie de la famille qui a cru que se réfugier à Prague serait la réponse, ils ont été harcelés même avant d'être déportés, mais finalement, disons, l'oncle de ma mère, qui était une sorte de gardien de sa mère, n'a pas voulu faire des gestes qui seraient trop difficiles pour cette grand-mère, qui avait, à l'époque où elle était déportée, 67 ans. Vu de des standards aujourd'hui, il y a des gens qui font des marathons à 67 ans. Mais à cette époque-là, c'était une personne âgée. Donc, ils ont trop patienté. Ils n'ont pas pu, ils auraient pu peut-être chercher autre chose, mais ils avaient l'optique d'aller à Shanghai, qui devenait vraiment une idée qui ne pouvait pas se réaliser. Donc, ils ont été déportés en mai 1942, d'abord à Terezin, c'est-à-dire Giula, l'oncle, et sa mère, et d'autres membres de la famille. Donc, la grand-mère est restée quelques mois à Terezin avant d'être déportée à Auschwitz. Si elle avait survécu le voyage, c'est douteux, mais même si elle a vécu, elle a certainement été signalée pour les chambres à gaz. Donc on n'a jamais eu
de réponse ou d'histoire. Ce n'est pas dans le registre d'Auschwitz. En ce qui concerne son fils, Gyula, il a pu rester quand même 2 ans, presque 2 ans, à Terezín, probablement parce qu'il a fait quelques années de médecine et ils avaient peut-être besoin de compétences dans les dispensaires du camp. Mais au bout d'un certain temps, lui aussi a été déporté à Auschwitz. C'était en mai 1944 et donc il pensait certainement que c'était la fin. Mais au bout de 2 mois à Auschwitz, on avait besoin de personnel dans un camp de travail qui s'appelle Schwarzheide, qui se trouve à peu près 20 km au nord de Dresde, dans une fabrique qui s'appelait Brabag, qui synthétisait du lignite, braunkohle, pour faire du fuel pour l'armée de l'air nazie. Et donc c'était une fabrique assez importante, surtout parce que la guerre commençait à prendre fin. Donc les Américains qui ont su ce qu'ils faisaient dans cette fabrique, ont bombardé les installations 2 fois. La deuxième fois, cet oncle Gyula était là, il travaillait. Il a survécu, c'était au mois d'août en 1944. Donc il était toujours en vie en août 1944, mais en octobre 1944, il est décédé. On ne sait pas comment et pourquoi, mais on sait que c'est le jour de son décès. Voilà, ça c'est la famille. Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle, qui a été divorcée de Erwin Tausig, est restée à Vienne. D'accord. Erwin Tausig, c'est celui qui est parti à Berlin. Voilà. Elle, quand elle est revenue à la maison au moment de la séparation avec son mari, c'est la grand-mère qui est allée à Berlin pour chercher sa fille et chercher sa petite fille, qui est ma mère. Et donc, quand ils sont rentrés à Vienne, à cette époque-là, ils s'étaient déplacés de Budapest à Vienne, la grand-mère a dit: je vais vous recevoir à la maison sans façon, mais en ce qui concerne l'éducation de ta fille, c'est moi qui m'en occupe. Alors je pense que ça a dû blesser profondément cette grand-mère, parce que elle a passé des moments à vivre avec sa mère, et puis elle est partie. Et puis elle est revenue, elle est partie. Et ma mère a toujours dit que je regardais ma mère un petit peu comme une sœur, parce qu'elle n'a jamais été prise au sérieux, je pense. Avec notre mentalité d'aujourd'hui, ça nous paraît quand même un peu choquant. Étant donné que le frère Gyula, qui a fait médecine, était marié à une Tchèque. Le marié n'a pas trop marché, donc il est rentré à la maison comme un héros. Tandis que la fille est devenue quelqu'un qu'on ne prenait pas au sérieux. Donc, au moment de faire le déménagement vers Prague, Hermine, donc ma grand-mère maternelle, est restée à Vienne. Donc, elle avait du travail, elle faisait le ménage pour des gens. Elle a été renvoyée parce que, selon les lois qui étaient passées à cette époque-là, on ne pouvait pas employer des domestiques femmes parce qu'il y avait un danger de polluer le pool génétique des Autrichiens. Donc elle était obligée de s'en sortir comme elle voulait, mais elle était parmi les premières à être raflée, déportée et tuée. Donc cette femme dont vous avez vu la photo ce soir, si douce et si soucieuse, elle a dû mourir toute seule.
Voilà pour la famille. Ah, c'est terrible. Lors de la présentation aussi, vous parliez d'un homme de votre famille qui s'appelait Rudi, hein, et il avait un caractère un peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous raconter les anecdotes que vous connaissez à son sujet? Oui, enfin, Rudy, c'est le petit des trois enfants de la grand-mère Elisabeth. C'était quelqu'un qui trouvait tout le temps des solutions, qui était très futé pour le commerce et qui savait quand même faire des alliances. Mais il avait quand même un caractère un tout petit peu difficile. Enfin, cette histoire anecdotique qui a eu des conséquences assez graves, ça porte au moment où il voulait à tout prix amener sa fille à Shanghai. Et il allait de consulat à consulat parce que à cette époque-là, on avait plusieurs nationalités. En étant né à Budapest, il avait quand même un passeport hongrois. Et il avait aussi une nationalité tchèque et autrichienne. Donc, je crois que c'était au consulat tchèque. Il a voulu faire une demande de passeport de sortie pour pouvoir amener sa fille à Shanghai. Et il a fait la demande et la personne, c'était des amants à l'époque, qui mettaient tout ce qu'il fallait et le passeport était plus ou moins fait. Et pour compléter, il avait mis le tampon des nazis, donc l'aigle bien connu. Et c'est donc là ma mère qui a dit mais je ne veux pas de ce tampon sur mon passeport. Alors c'était très simple là, il a pris le passeport, il a tamponné invalide et du coup lui et sa fille ils étaient apatrides. Donc ils n'avaient plus de nationalité, ils ne pouvaient pas voyager. Et je pense que cette coup de colère lui a coûté beaucoup de problèmes qui ont été résolus par le fameux passeport Nansen qui a été créé par notre héros national Fridtjof Nansen lors de son travail pour les Arméniens après la Première Guerre mondiale. Il a influencé ça s'appelle la Ligue des Nations a approuvé un passeport qui était une sorte de laisser-passer, mais avec une influence plus forte que le laisser-passer. Ce serait un passeport que les pays individuels pouvaient approuver. Et il y avait une cinquantaine de pays qui ont approuvé le passeport. Oui, c'était la Société des Nations, je crois. La Société des Nations, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il a pu avoir ce passeport avec sa fille, et avec ce passeport Nansen, il a réussi à avoir un billet de train sur le transsibérien qui les a amenés à travers la Pologne, à travers la Lituanie, tous ces pays qui ont été occupés par les nazis, jusqu'à Vladivostok, où il a pu, puis il est passé par Kobe au Japon pour finalement arriver à Shanghai. Ah, il a quand même réussi à aller à Shanghai. C'est rocambolesque ce qu'il a fait. Et il a toujours été comme ça. À Shanghai, il a monté une industrie de textile qui marchait bien et donc à la fin de la guerre, il n'avait pas trop l'intention de quitter le pays. Mais alors, les troupes de Mao Tse-tung ont occupé la Chine, je pense que c'est en 1949. Et au bout d'un certain temps, ils ont réquisitionné tout ce qu'il avait comme bien. Donc ils étaient obligés d'émigrer encore une fois. Cette fois-ci, c'était au Canada, où il est monté encore. Donc il a toujours réussi sa vie. Hein. Oui. Incroyable, d'une résilience incroyable, non? Oui. Ce que je n'ai pas raconté ce soir dans la présentation, c'est le bombardement de Shanghai en août 1945. Les Américains ont bombardé ce qu'ils croyaient était une fabrique qui s'était avérée être
un quartier résidentiel. Et les 2 enfants de Rudy étaient dans la maison à l'époque. La fille et sa mère ont été essoufflés par la fenêtre, donc ils ont gardé la vie. Mais le fils a été enseveli par la maison qui s'est écroulée. Et ils ont mis quelques heures pour le déblayer, pour le récupérer. Et donc il était obligé d'être amputé d'une jambe. Donc il a failli aussi perdre sa vie. Mais encore une fois, c'était la perspicacité de son père et de sa mère de faire venir des Américains qui étaient en mission pour voir ce qu'ils avaient fait. Et à cette époque-là, il y avait un religieux qui suivait les troupes américaines. Et il était en contact avec les parents et un pasteur qui était là. Et il a demandé s'ils avaient quelque chose pour ce fils, parce qu'il était en train d'avoir de la gangrène. Et la fièvre et les infections étaient en train de le tuer. Alors, les Américains sont venus avec ce qu'ils appelaient un antibiotique qui s'appelle le pénicilline. Encore là, ils ont œuvré pour trouver des solutions, et ça a sauvé la vie de Peter, comme il s'appelait. Oui. Incroyable, quelle destinée. Il y a des tas d'histoires comme ça que j'ai connues pendant toute ma jeunesse et mon enfance. C'était des histoires qui circulaient, heureusement, parce que ça m'a donné beaucoup d'inspiration à écrire le livre Le Temps Venu. Et donc, vous êtes en fait la porteuse de la mémoire de votre famille. Vous avez des enfants. Est-ce que eux vont continuer ce travail ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que maintenant, ça va faire 3 générations. Ils sont conscients de l'histoire de notre famille. Ils ont fait partie de la production de ce livre. Toute la famille, mes 2 enfants et mon mari. Mais je pense qu'ils le gardent. Je ne les vois pas à prendre un rôle actuellement actif à continuer cette transmission. Mais ils sont jeunes. Ils ont des enfants, ils ont du travail, ils ont une vie exactement comme moi quand j'avais leur âge. J'ai des souvenirs d'être énormément critique à la guerre de 6 jours, parce que je me disais, je ne reconnais pas une nation qui attaque une autre nation, sans savoir qu'il y a quand même une raison. Il a fallu quelques années de maturation pour réagir et pour agir. D'accord. Et alors, par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe avec la montée de l'extrême droite, est-ce que vos enfants sont particulièrement inquiets parce que eux, et même vous l'avez vécu dans votre propre chair, puisque votre famille a été marquée au fer rouge par tout ça. Comment le vivent-ils ? Tout le monde a peur chez nous. Tout le monde. Je pense qu'ici aussi, on doit aussi. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre au Gaza, il y a des guerres. Il y a des guerres en Asie, il y a des guerres en Afrique, et il y a des armes nucléaires. Je pense que tout le monde, comme de ma génération aussi, pendant la guerre froide, nous aussi, on avait du mal. Je me rappelle dans les écoles, la petite école à New York, on avait des exercices, deux sortes d'exercices. On avait des exercices contre le feu, où il fallait sortir et ne pas parler à la file. Il y avait les exercices anti-nucléaires. Avec des gosses de 5-6 ans, on se mettait sous nos pupitres, en position de l'accroupi comme ça, au cas il y avait une attaque nucléaire à New York. Et tous les gens, peut-être sur tout le pays, mais au moins nous, dans la ville de New York, c'était institutionnalisé
je ne sais pas combien de fois par an, on avait des exercices comme ça. Donc, à cette époque aussi, on avait peur de la guerre. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on s'approche de la fin d'une ère. Une ère qu'il a peut-être commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on voit que l'influence de l'Europe est beaucoup moins. Il y a beaucoup d'alliances d'autres pays contre l'Ouest. Il y a une génération de gens qui n'ont pas connu la raison pour l'établissement de l'État d'Israël et qui maintenant voient ce que pour nous était la grande joie enfin de voir un pays qui était un État juif. Il y a toute une génération de gens qui pensent que l'établissement de l'État d'Israël était une catastrophe. Et cela nous fait peur. Et je pense que mes enfants, ils doivent ressentir quelque part aussi. Parce qu'ils sont juifs et ils ont une histoire de famille qui est assez dramatique. Vos enfants vivent en Norvège, je crois, non? Oui. Et la situation, elle est comment là-bas? Par rapport à la montée de l'extrême droite, comment se sent la communauté juive de Norvège? Eh bien, il y avait une manifestation dans les rues d'Oslo il y a à peu près 2 mois, je dirais. Parce que j'étais encore en France, mais j'ai lu le journal quand j'ai lu. Des jeunes qui manifestaient contre Israël et contre la guerre au Gaza et qui criaient dans la rue « Aucun sioniste dans les rues d'Oslo ». Et ça a tellement choqué les gens. Et à cette manifestation, il y avait un groupe de la communauté juive qui a voulu se joindre à la manifestation pour demander une halte aux hostilités. Il fallait la police pour les protéger parce que d'abord ils n'avaient pas le droit de manifester avec les autres et il y avait un danger de violence contre ce petit groupe. Alors c'est un petit peu l'ambiance chez nous maintenant. Ça devient très courant de haïr l'État juif. D'aller jusqu'à ce point-là, pour moi, est une manifestation d'antisémitisme. Et je n'utilise pas ce mot facilement. Mais ça, c'est l'ambiance chez nous en Norvège actuellement. Ceci dit, qu'il y a quand même une sorte de majorité silencieuse qui est très choquée par ce qu'on voit, mais qui ne veut ou qui ne peut pas se manifester contre les hordes de gens. C'est un petit peu l'ambiance chez nous maintenant. Et vous qui vivez en France maintenant, vous vivez dans le sud de la France et la Norvège, je crois. Le fait que l'extrême droite ait pris de l'ampleur aux élections européennes, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Je pense que c'est aussi une manifestation de la fin d'une ère dans notre société. Parce que moi je pense plutôt au résultat de l'élection au Parlement européen et à la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Je pense qu'on est maintenant affronté à 2 extrêmes. Et qu'est-ce qu'on va voter? Enfin, malheureusement, je ne vote pas, autrement j'aurais voté. Parce que la Norvège ne fait pas partie de l'Europe. Donc je n'ai même pas pu voter pour le Parlement. Mais je ne sais pas où on va, carrément. Je ne comprends pas la politique. Je comprends en quelque sorte que chez nous aussi, disons, on n'a pas une extrême droite. On a un parti de droite, bien droite, mais ce n'est pas un parti fasciste. Mais c'est un parti qui a
beaucoup de soutien par des socialistes, des anciens socialistes et même quelques communistes, parce qu'ils pensent que ce parti écoute le peuple. Et il y a un problème avec l'immigration, il y a un problème aussi avec le prix de l'électricité, le Covid qui a fait ça, et les partis politiques en pouvoir, ils en prennent. Et donc, beaucoup de ce soutien, qui est peut-être pas permanent, peut-être pas, mais qui va vers les partis de droite parce qu'on pense qu'ils ont un autre agenda. Je ne sais pas s'ils ont un agenda. Ils ont beaucoup de promesses, mais je ne sais pas. Et quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs justement par rapport à cette situation et par rapport à ce que vous avez vécu, ce que votre famille a vécu dans le passé? Est-ce que vous avez un message particulier à communiquer? Je n'ose pas avoir un message il faudra quand même étudier la situation plus profondément, je trouve. Faire un message, ce serait peut-être une arrogance. En tout cas, merci beaucoup pour ce récit passionnant. Pouvez-vous nous dire quel est le titre de votre livre? Alors, le titre traduit en français est Oiseau en cage, la Shoah selon le legs de ma mère. On peut le commander sur Amazon.fr. Alors, si on me cherche sur mon nom, vous irez directement sur l'œuvre. D'accord. Donc, rappelez-nous votre nom. Elisabeth F. Heen, H-E-E-N. Merci beaucoup pour cette interview passionnante. Merci. Et merci à vous. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Un grand merci à Elisabeth Heen d'avoir accepté cette interview après la présentation de son livre à la chapelle de la Rencontre à Strasbourg.